Bienvenue à Manoir Recap. Révélation à venir, attention, et prenez soin de vous. Le manoir commence avec un garçon nommé Rude, qui explique qu'il a toujours couru après le dos de son frère, et quand il a enfin eu l'impression de le rattraper, il était toujours hors de portée. Il a toujours pensé que son frère lui accordait de l'aide seulement parce qu'il faisait partie de la même famille. Il mentionne comment ses collègues lui disaient souvent qu'il avait un tempérament, une performance médiocre, mais qu'il était toujours arrogant. Il a toujours nié leurs paroles, mais il comprend maintenant qu'ils avaient raison. Maintenant que son frère est mort, il ne comprend pas comment il a pu détester son grand frère. Au lieu de le haïr, il réalise qu'il l'admirait. Rude voulait être sur un pied d'égalité avec lui, mais son frère est mort en le protégeant. Nous voyons Rude tenir la main de son frère et on peut voir qu'il le précède sans cesse. Nous apprenons que l'un de ses bras et une de ses jambes ont disparu, et qu'il ne peut donc pas fuir des dragons survolant au-dessus de lui. Il devrait donc essayer d'en emmener quelques-uns avec lui dans l'autre monde. On le voit crier après les dragons et un rayon lumineux descend sur lui. On voit apparaître un homme avec des cornes et des ailes, ce qui trouble Rude. D'après l'aura de l'homme, il s'agit probablement du roi des dragons, mais tous ses camarades sont morts et ils ont tué les rois dragons S. Mais il ne ressent de l'homme, il est presque comme un mirage. L'homme demande à Rude s'il est le dernier restant, et si c'est un problème que tout le monde soit mort. L'instinct de Rude lui dit que cet homme est dangereux et qu'il doit le tuer. Rude saisit son épée pendant que l'homme parle, et il réalise qu'il n'a qu'une seule chance. Il bondit vers l'homme et lui entaille le visage, tandis que l'homme dit « Attendons encore un peu ». Rude est immobilisé par un bourdonnement d'oreilles et aveuglé par la lumière. On assiste à une étrange distorsion et l'instant d'après, Rude est de retour à l'académie qu'il fréquentait lorsqu'il était plus jeune. Rude se demande ce qui se passe et se souvient qu'aujourd'hui est le jour de la cérémonie d'entrée. Il se demande s'il s'agit d'un rêve, mais le sentiment qu'il éprouve et les souvenirs sont réels. Il se demande donc ce qui se passe. Et si c'est le cas, cela a dû être un acte de Dieu, et il se demande si l'homme qu'il a rencontré était vraiment un dragon. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qu'il doit tuer, et c'est l'occasion rêvée de changer le cours du temps pour que personne ne meure. Nous voyons une fille lui crier dessus, lui demandant s'il a des problèmes mentaux. C'est une de ses anciennes camarades et il l'appelle ensuite. Son nom est Enit Arpulia. Elle lui demande comment il connaît son nom et il lui répond qu'elle est une entrée de premier plan à l'académie, alors il se doit de la connaître. Il lui a demandé pourquoi elle pensait qu'il était malade. Elle lui répond qu'elle pensait qu'il avait une maladie mentale et que c'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un de fou. Il rit en la traitant de grossière. En plaisantant, elle le traite de pervers qui aime se faire insulter. Après le discours d'ouverture, elle commente la durée du discours et aide Rude, il répond, et elle mentionne qu'elle fait preuve de patience parce qu'elle est magicienne. Elle lui demande son nom et il lui répond qu'il s'appelle Rude Denato et qu'il vient des alentours. Elle dit que c'est la première fois qu'elle entend son nom de famille et qu'elle sait d'où il vient, et elle est surprise qu'il soit entré à l'académie avec un tel bagage. Elle lui propose de lui faire découvrir l'académie et lui explique qu'il y a des maîtres de guilde à la recherche de talents, et lui explique qui sont les maîtres de guilde. Rude se dit qu'il sait qui ils sont et comment ils vont mourir. Elle explique à Rude qu'elle admire la guilde de la Flamme Blanche, et Rude explique qu'elle finira par en devenir le chef, mais qu'elle meurt pour venger son seigneur. Enit est appelé sur scène pour un discours, et Rude est prêt, car la personne suivante est son frère Aesir, qui est aussi le président du conseil des étudiants et combien il est talentueux. Mais lorsque le président du conseil des élèves prend la parole, on apprend qu'il ne s'agit pas de son frère, mais d'un certain Jérémie Duville. Cela choque Rude, car dans sa vie passée, son frère était le président, et Jérémie était son meilleur ami. Rude s'approche de Jérémie pour lui demander des nouvelles de son frère, et Jérémie lui dit que c'est la première fois qu'il entend le nom d'Aesir. Il se demande alors où est son frère et pense qu'il n'existe peut-être pas dans ce monde. Si c'est vrai, soit l'existence de son frère a disparu, soit il a régressé et a décidé de ne pas venir ici. Il espère que sa deuxième idée est celle qui s'est produite. Enit lui demande à quoi il pense si fort, et il lui dit qu'il cherche quelqu'un. Il lui demande s'il y a un bon moyen de le faire, et qu'il pourrait aller à l'académie. Elle lui recommande la bibliothèque et ils s'y rendent. Elle leur ouvre la porte et leur dit qu'elle a toujours voulu venir ici un jour ou l'autre. Il lui demande comment elle savait où se trouvait la bibliothèque et elle lui répond qu'il est normal qu'un étudiant apprenne par cœur où se trouvent les établissements. Elle trouve un livre qu'elle voulait lire, et nous voyons Rude en train de feuilleter un registre d'élèves, et il n'y voit pas le nom de son frère. Il dit qu'il n'existe peut-être pas dans ce monde à cause du dragon, et qu'il a disparu avec le corps de son frère. Il est donc possible qu'il soit vivant dans une autre dimension. Ils retournent en classe et leur professeur Daniel Gold se présente comme leur professeur de combat. Il leur explique qu'ils devront travailler dur, mais que s'ils le font et ont un peu de talent, ce ne sera pas impossible de réussir. Enit voit Rude partir et lui demande où il va. Elle lui dit que le dortoir n'est pas dans la direction où il va. Il lui dit qu'il le sait et elle a l'air de douter. Nous le voyons entrer dans une zone d'entraînement,
et il se demande s'il a encore de l'endurance, alors il commence par faire des tractions. Mais il se rend compte qu'il n'est qu'un déchet et qu'à partir de demain, il y aura un cours de combat et dans une semaine, un cours d'entraînement. Et qu'il ne veut pas répéter ses erreurs précédentes, alors il fera mieux cette fois-ci. Il sait déjà travailler dur. Dans la zone d'entraînement, il voit un autre de ses anciens camarades, Balak Stero. On apprend que plus tard, il deviendra le roi du coup de poing, mais il ne l'a jamais rencontré dans la zone d'entraînement. Il décide de l'ignorer, mais pendant tous ces exercices, Balak ne fait que le fixer. Rude lui demande s'il veut se battre et Balak lui répond qu'il a mal compris et qu'il essaie juste de copier sa forme. Parce qu'elle est si parfaite. Et lui demande s'il est le dieu de l'entraînement. Rude se présente, ainsi que Balak, et ce dernier lui dit qu'il suivra les enseignements de Rude pour les entraînements. Sur le terrain d'entraînement en plein air, Daniel, leur professeur, leur demande de choisir une arme. Nous voyons Enid se demander quoi choisir, et Rude lui suggère d'utiliser une dague, dont il lui explique certains usages. Il lui explique que dans sa vie passée, Enid avait un talent pour la dague. Elle décide d'opter pour la dague, et lui demande s'il va utiliser son épée. Il lui répond qu'il ne sait pas, et nous verrons bien. Rude demande à Daniel s'il peut choisir plus d'une arme, et se demande si c'est de l'arrogance ou de la confiance, et lui répond que oui. Nous voyons qu'en plus de l'épée, il choisit la lance et une grande épée. Ce sont les 3 armes qu'il utilisera. Daniel reconnaît son habileté avec les armes et lui demande ce qu'il faisait avant de s'inscrire. Rude lui répond qu'il était mercenaire, qu'il avait perdu sa famille à cause d'un dragon. Nous voyons Enid dire à Rude qu'il est plutôt bon, et quand il se vante, elle le traite en plaisantant d'arrogant. Elle lui demande si ce qu'il a dit au professeur est vrai. Il répond que oui, et elle lui dit que cela a dû être difficile et s'excuse de le lui rappeler les mauvais événements. Il est surpris qu'elle sache s'excuser. Il la regarde en décrivant qu'elle n'était pas apathique, mais il est interrompu par elle lui demandant ce qu'il regarde, et il change d'avis. Nous les voyons tous les deux en train d'observer une agitation. L'une des enseignantes, Claire, crie après Balak parce qu'il n'a pas choisi d'arme, et il explique que sa famille n'utilise pas d'armes. Enid demande à Rude s'il sait qui il est et celui-ci et répond qu'il ne sait pas. Mais Balak s'approche de Rude. On voit Daniel retenir l'autre professeur pendant qu'elle crie à Balak. Daniel explique que même si c'est contraire à la tradition de sa famille, ils sont actuellement dans une classe et que s'il continue à refuser de choisir une arme, il devra redoubler une année. Entendant cela, Rude est troublé car auparavant, il le laissait faire, mais maintenant le passé a changé. Balak doit choisir une arme. Rude se rend compte qu'il ne peut pas échouer, et lui donne des protège-poignets qu'il qualifie d'armes. Nous voyons Rude, Enid et Balak marcher dans le couloir, et un autre groupe d'étudiants leur crie dessus et les insulte. Rude, trop absorbé par son journal, leur demande s'ils lui parlaient. Après que l'autre groupe les a encore insultés, Rude leur dit qu'il pourrait les battre à main nue. Cela met l'un des garçons en colère et il donne un coup de poing à Rude, mais Rude l'esquive et le fait trébucher. Enid lui fait une drôle de tête et le garçon est gêné. Il saisit son épée et la dégaine, même sachant qu'il est interdit d'utiliser des armes en dehors des combats de pratique. Il s'élance vers Rude, mais ce dernier utilise un mouvement qu'il a appris de Balak dans sa vie antérieure et dévie la lame. Et frappe le garçon à la tête. Claire arrive en courant et demande ce qui se passe. Balak et Enid expliquent qu'il s'agit de légitime défense. Claire est surprise qu'il ait pu désarmer le garçon à main nue, et demande au groupe d'emmener le garçon à l'infirmerie, et à Rude de venir la voir après les cours. Enid et Balak interrogent Rude sur ses techniques à main nue, et Rude leur dit qu'il est un génie. Cela dégoûte Enid, mais Balak est lent et le croit. Enid dit qu'il cache manifestement quelque chose et Balak lui dit de ne pas fouiller dans les secrets d'un ami. Rude se souvient de sa vie passée, où ils étaient tous réunis, et prend la résolution de ne laisser personne mourir cette fois-ci. On voit Rude quitter le bureau de Claire, qui s'attendait à ce qu'il soit grossier et enclin à la violence, mais qui se révèle en fait très gentil et un ami attentionné. Nous voyons Daniel entrer et lui rappeler que les autres professeurs se réuniront dans son bureau. On nous présente alors 2 autres professeurs, Arthur Winston et Damian Gress. Daniel dit à tout le monde que les élèves de cette année sont d'un niveau supérieur à celui de l'année dernière, et Arthur demande s'il y a des élèves sur lesquels il devrait garder un œil. Damien dit que tous ses élèves sont excellents, et Claire mentionne qu'elle a un idiot et un fou dans sa classe. Bien sûr, l'un d'entre eux est Balak, et Daniel est d'accord pour dire que les compétences de Balak sont bonnes. Il mentionne Enid et Rude. Ils reconnaissent le nom de Enid, mais pas celui de Rude. Il lui demande s'il est sûr qu'il s'agit du bon élève, car il a à peine réussi. Et Daniel lui répond de suite disant qu'il est probablement le plus fort de tous les élèves de première année. Arthur demande son avis à Claire, qui lui dit que c'est un bon élève et qu'elle veut l'avoir dans sa classe. Cela les surprend, car elle n'a pas l'habitude de faire des compliments. Elle leur raconte la bagarre entre Rude et Wilhelm dans le couloir,
et ils s'interrogent sur les compétences martiales de Rude. Daniel leur dit que son véritable talent réside dans les armes, et nous voyons Claire et Daniel se disputer pour savoir qui sera son disciple. Arthur détruit une table proche d'eux et demande si c'est ainsi que les professeurs devraient se comporter. Il demande à Damien ce qu'il en pense et ce dernier répond que personne ne voudrait d'un type aussi effrayant que lui comme professeur. Arthur mentionne que Rude vient d'un endroit appelé Dizol, et nous apprenons qu'il a une histoire tragique. Un dragon a anéanti un pays et nous apprenons que c'est le maître de Daniel qui a tué le dragon. Ils sont surpris qu'il y ait un survivant et se demandent s'il cherche à se venger. Arthur reconnaît tout ce que Daniel raconte sur le talent de Rude, mais dit qu'il a son propre monstre qui le hante. Nous voyons tout le monde s'entraîner dans la salle de musculation et Enid et Rude qui partent boire un verre. Ils finissent par rencontrer la fille dont Arthur a parlé. Elle s'appelle Léon Krier, et elle est tout aussi talentueuse que son frère. Elle a montré à Rude, dans sa vie précédente, que certains murs paraissant infranchissables peuvent être surmontés. Rude s'énerve en pensant à elle et au fait qu'elle est morte avant qu'il ne puisse se venger et lui crie de s'écarter du chemin. Léon lui lance sa canette et, tandis que Rude esquive, elle se rapproche et tente de lui donner un coup de pied à la tête. Il bloque le coup, à sa grande surprise, et lui donne un nouveau coup de pied à la tête, mais il l'esquive également. Enid crie, demandant ce qu'ils font, et nous voyons que Léon se méfie maintenant lui parce qu'il a esquivé ses attaques. Elle lui demande s'il cherche la bagarre parce qu'elle s'est inscrite avec une recommandation et il lui répond qu'elle ne fait que leur barrer la route. Et qu'il a soif. Elle s'écarte maladroitement du chemin, lui dit qu'elle a mal compris et lui demande son nom. Une fois qu'il lui répond, elle dit qu'elle s'en souviendra et s'éloigne. Enid lui demande s'il est blessé, et il lui demande si elle ne l'a pas vu bloquer les attaques. Elle crie « Bloqué ? Je crois que tu t'es cassé le poignet et que tu dois aller à l'infirmerie. » De retour en classe, Claire lui demande ce qui s'est passé, et Enid dit qu'il a été battu, Rude tente de la corriger, et Enid décrit son apparence. Les professeurs reconnaissent qui est Léon. Claire se met en colère, mais Daniel lui dit de contrôler son tempérament, et s'ils envoient une plainte formelle, ils pourront ensuite punir Léon, avec du travail bénévole, des cours supplémentaires, etc. On voit Rude penser que c'est embarrassant, et Claire et Daniel sourire. 3 jours plus tard, nous constatons qu'ils organisent un cours d'entraînement combiné. Chaque élève se verra attribuer un numéro et pourra choisir son adversaire. Mais personne ne peut être choisi 2 fois avec le même adversaire, de sorte qu'il n'y a que 2 matchs au total pour chaque élève. Nous apprenons que tous les professeurs observent et évaluent les étudiants, et qu'il s'agit davantage d'un test d'évaluation que d'un test de combat. Enid est appelée et dit que tout le monde sera inutile face à un vrai génie, et Balak et Rude plaisantent avec elle. Rude remarque qu'elle a choisi un épéiste, alors qu'elle est magicienne. L'annonceur leur dit de se préparer, et Enid commence par lancer des boules de feu, mais son adversaire les bloque facilement. Pendant qu'elle les lui lance, il comble l'écart en esquivant, mais elle bloque sa vision pendant une seconde et, une fois la fumée dissipée, il est accueilli par de superbes flèches de feu. Il commence à les dévier et à se préparer à son prochain tour, mais Enid dit « Je t'ai eu » et nous voyons qu'elle lui met une dague sous la gorge. Il admet sa défaite, Enid regarde Lana Cherneka pour l'approuver et quitte joyeusement la scène. Rude lui demande pourquoi elle s'est battue contre un épéiste, et elle explique qu'elle a compris comment il pensait qu'un magicien se battrait. Et nous voyons les professeurs la féliciter. Nous voyons Rude se faire interpeller par Wilhelm, le gamin qui l'a battu dans le couloir. Rude décide de lui rendre hommage en le battant. On entend les bruits de la bagarre et Wilhelm se rend. Rude choisit Balak, qui semble nerveux et lui dit qu'il ne veut pas se battre contre lui. Et qu'un stéro ne se bat pas contre ses amis. Rude dit que Balak est fort, et décrit la force qu'il a, mais que ce ne sera pas suffisant et qu'il doit atteindre la perfection. Il a déjà beaucoup appris de lui, et c'est maintenant à son tour. Nous voyons le combat commencer. Nous sommes maintenant dans une analepse où Balak rencontre Rude dans sa vie antérieure. Rude se bat et perd, mais Balak reconnaît sa force. Rude dit que c'est parce qu'il a été battu par Balak et Léon qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas très doué. Balak charge vers lui, mais Rude esquive son coup de poing et le frappe à sa place. Il continue cet échange de coups, Rude esquive, mais Balak continue d'être frappé. Rude se rend alors compte qu'il n'inflige aucun dommage à Balak. Nous apprenons que tous les membres de la famille Stéro admirent les muscles, et que leurs muscles ont fusionné avec leur mana pour faire de leur peau une armure. Rude se rend compte que les attaques normales ne fonctionnent pas, et Balak reconnaît que ces attaques sont de plus en plus rapides et difficiles à lire. Mais ne pensant pas pouvoir percer sa peau, il reçoit un coup de Rude, qui finit par le blesser. Nous apprenons que Rude est passé de coups courts et décisifs à des attaques en poussée, et qu'il prévoit de briser l'armure de l'intérieur. Balak reconnaît la technique de Rude et pense qu'elle permet de contrer le style de Stéro. Mais il décide que ce n'est pas le moment de s'en préoccuper et qu'il veut simplement battre Rude.
Rude poursuit ses attaques et Balak s'adapte à sa vitesse, se préparant à le rattraper. Leurs poings s'entrechoquent, et ils donnent tous deux une avalanche de coups de poing en même temps. Balak reconnaît que la force de Rude vient de son sens du combat, et que son endurance est moins bonne. Il décide donc d'en finir avec sa prochaine attaque. Il voit que Rude n'a pas l'intention de l'esquiver, et Rude lui dit que c'était un bon match. Il dégaine son épée et nous voyons le poing de Balak se diriger directement vers elle. On voit Balak tomber par terre, et tout le monde est surpris. Tous les professeurs se demandent s'il s'agissait vraiment d'un combat entre élèves. Claire mentionne qu'il n'a même pas fait de son mieux, mais qu'il a déjà atteint le niveau d'un épéiste de haut rang. Daniel lui dit que le coup d'épée à la fin était parfait. Daniel pense que le talent de Rude est comparable à celui de ses maîtres, un Bryce. Il n'a jamais pensé que quelqu'un pouvait avoir le talent de Léon, mais Rude est un monstre. Et tous les professeurs désirent ardemment enseigner à Rude. Plus tard, Enid est en colère contre Rude et Balak qui continuent de manger à la cafétéria et non à l'extérieur. Balak dit que la nourriture de l'extérieur manque de protéines et Rude lui dit simplement qu'il est fauché. Rude lui demande en plaisantant si l'argent est du papier pour elle et elle répond « L'argent, c'est du papier ». Il se souvient alors que sa famille est riche, mais que Balak l'est aussi. Nous voyons deux des maîtres de la guilde s'approcher de leur table et se présenter. Rude mentionne qu'il ne les a pas rencontrés dans sa vie antérieure et qu'ils sont morts lorsqu'il est devenu tueur de dragons. Le maître de guilde de la Lune Nuageuse lui dit qu'il voudrait lui faire une offre, et lui demande de rejoindre sa guilde une fois qu'il aura obtenu son diplôme. Mais Rude leur dit que ce genre de recrutement n'est pas autorisé, et le maître de la guilde lui répond qu'il a un grand talent et qu'il a besoin d'une plus grande scène pour le montrer. Il leur dit qu'il n'a pas encore choisi de guilde, mais qu'il a une contre-offre, et il lui demande de retrouver son frère. Le maître de la guilde lui demande ce qu'il en retirerait et Rude lui répond qu'il obtiendra de bonnes relations avec lui. Le maître de guilde réfléchit et accepte, tout en disant qu'il espère qu'ils pourront développer leur relation davantage, ce à quoi Rude répond qu'il en est de même. Après leur départ, Enid leur demande s'ils ont regardé les lettres des professeurs, qui contiennent leur évaluation du combat. Enid et Balak lisent tous deux leurs lettres, et Rude est surpris lorsqu'il ouvre la sienne. Enid la regarde et tout ce que l'on voit sont les signatures des professeurs. Rude se rend dans la salle des professeurs, et nous apprenons que lorsqu'un professeur signe la note d'un étudiant, cela signifie qu'il veut lui donner un enseignement personnel. Claire et Damien lui disent que c'est rare, mais que cela montre qu'il a du potentiel, et qu'il ne faut pas s'inquiéter car tous les professeurs sont des experts. Le film montre ensuite tous les professeurs et leurs titres. Rude décide de suivre Daniel, mais il veut être son disciple direct. Ce qui choque tout le monde. Daniel lui demande s'il sait ce que signifie être un disciple direct, et Rude lui explique qu'il n'y a pas de successeur actuel pour perpétuer sa technique. Il explique que la technique de perforation du ciel n'est enseignée qu'à l'héritier de chaque génération et que, dans sa vie passée, son frère était le disciple direct de Daniel, et donc l'héritier. Daniel lui demande pourquoi il veut cela, et Rude lui répond qu'il veut le pouvoir, et qu'à cause de sa faiblesse, tous ceux à qui il tenait sont morts. S'il avait été plus fort, il aurait pu les sauver. Et il ne veut pas voir ses proches mourir à nouveau. Daniel pense alors à son passé et à la perte de sa sœur. Il accepte de l'accueillir et propose à chaque enseignant de co-enseigner avec Rude. Cela choque Rude, et il leur dit qu'apprendre d'un seul professeur est déjà difficile, et que ce sera injuste pour les autres. Arthur explique que pour éliminer les dragons, ils ont besoin d'un grand tueur de dragons, et que si cela peut aider à en créer un, il importe peu que ce soit injuste. Rude se demande comment quelqu'un d'aussi strict peut décider facilement d'une chose qui pourrait devenir un problème à l'avenir. Les professeurs sont tous d'accord et Daniel rappelle à Rude que c'est à lui d'accepter ou non. Rude se demande avec angoisse si la chance de quelqu'un d'autre va disparaître à cause de son choix, et si cela n'aura pas de lourdes conséquences à l'avenir. Il se rend compte qu'il doit devenir le chevalier qui arrêtera les catastrophes et accepte. Et pour atteindre cet objectif, il doit dépasser ses limites et devenir plus fort, quel qu'en soit le prix. Et il deviendra le chevalier dont le monde a besoin. Nous voyons Léon blessé et nous assistons à une analepse de Claire lui donnant un cours supplémentaire sur la maîtrise de soi. Claire lui dit de ne pas s'endormir, puis la charge en lui disant qu'il serait gênant qu'elle meure. On revient au présent et on voit que Léon est en colère contre Rude qui l'a dénoncé. Elle s'assoit sur des marches et commence à pleurer. Rude s'en aperçoit et est choqué de voir que quelqu'un qu'il croyait froid montrait ses émotions. Il mentionne que dans sa vie précédente, elle était joyeuse jusqu'à la mort de sa mère adoptive. Rude sait que ce n'est pas lui qui l'a dénoncé, mais il a l'impression d'être fautif. Il décide de l'approcher et Léon lui reproche de l'avoir dénoncé. Il s'excuse et lui tend un mouchoir. Cela la surprend et il lui dit qu'il est désolé d'avoir été impoli et qu'il est allé trop loin. Il dissipe également le malentendu sur le fait qu'il ait vendu la mèche. Elle se mouche et demande si ce genre de choses peut soulager sa colère.
Elle accepte ses excuses, mais dit qu'elle ne laissera pas passer ça si elle l'agace à nouveau. Il lui dit qu'il l'évitera. Elle se retourne et lui dit qu'il peut la saluer de temps en temps, ce qui embrouille Rude et elle se répète. Il lui fait remarquer qu'il ne l'a jamais vue agir de la sorte auparavant. On la voit s'éloigner, et elle mentionne que faire quelque chose de nouveau ne signifie pas qu'elle se fera des amis. Rude lui demande ce qu'elle a dit, ce qui l'effraie et elle demande pourquoi il la suit et il explique qu'il va dans la même direction qu'elle. Ils se rendent tous deux compte qu'ils vont dans la même salle d'entraînement, cela choque Rude, mais il ouvre la porte. Il demande à Daniel si elle va apprendre avec lui, et il répond que oui. Cela surprend Rude, car dans sa vie précédente, Claire était la conseillère de Léon, et maintenant ses compétences en grappillage seront affaiblies. Il lui dit qu'elle devrait les apprendre et elle dit qu'elle est surprise qu'il l'ait observée. Il se met à jurer et elle fait une blague sur le fait qu'elle pourrait elle aussi moucharder. Elle lui demande ce qu'il voulait dire et Rude explique qu'il pensait qu'elle choisirait la nomination de Claire plutôt que celle de Daniel, et nous apprenons que Claire ne l'a pas nommée et qu'elle n'aime pas Claire. Rude mentionne que dans son passé, Léon et Claire étaient très proches, mais que maintenant, c'est lui qui est à l'origine de leur aversion. Daniel leur dit qu'ils pourront en parler après le cours, et il commence par leur expliquer que les étapes de l'art du sabre sont profondes, qu'ils ont besoin d'expérience et que le meilleur moyen d'acquérir cette expérience est de participer à des cours d'entraînement. Rude se rend compte qu'il veut qu'ils apprennent en les battant. On voit Léon et Rude sur le sol après l'entraînement, et ils jurent à nouveau. Elle lui demande pourquoi ils jurent autant. Il lui demande si elle n'est pas fâchée d'avoir été battue et elle répond que ce n'est pas vraiment le cas, car ils ont perdu parce qu'ils étaient faibles. Elle lui répond qu'ils ont perdu parce qu'ils étaient faibles et que, comparé à Claire, les enseignements de Daniel sont beaucoup plus faciles. Rude se rend compte que c'est de sa faute et essaie de changer de sujet, mais elle comprend qu'il se sent coupable et lui demande de lui enseigner les techniques de grappling. Elle lui fait les yeux doux, il accepte et s'en va. Nous apprenons que pour éviter que les étudiants soient mécontents de leur logement, ils sont autorisés à se rendre dans la capitale pendant les week-ends et les vacances. Nous voyons que Enid est allée faire des courses avec Rude et Balak, et qu'ils se plaignent de porter ses bagages. Elle leur propose donc de leur offrir de la nourriture. Certains membres du personnel du restaurant accueillent Enid et le guident vers son siège. Rude se demande comment Balak et Enid sont si calmes, car c'est la première fois qu'ils se rendent dans un tel endroit. Elle commande leur repas et Rude réalise à quel point les repas sont chers, mais Enid dit qu'elle commandera tout ce qu'il veut. Lorsque Balak lui dit ce qu'il veut, elle lui dit de se taire. Il lui dit qu'il a transporté des bagages et elle lui répète encore de se taire. Nous voyons la table pleine de nourriture et Balak commence à faire des compliments sur la nourriture. Enid lui dit de se taire à nouveau. Mais elle demande à Rude s'il aime sa nourriture, et elle lui dit de manger des choses différentes. Rude mentionne que Enid est excessivement gentil avec lui pour une raison quelconque et qu'ils étaient ennemis dans sa vie passée. Il la montre en train de lui crier dessus et Rude lui répond en criant qu'elle a interrompu son repas et il la traite de chien. Elle continue à lui crier dessus et il préfère la façon dont elle se comportait auparavant. Il s'apprête à l'évoquer et elle le coupe en hurlant sur Balak, en le menaçant, en lui demandant si son cerveau est lisse, et en continuant à l'intimider. Elle se souvient que Rude lui a demandé quelque chose et lui demande ce qu'il a dit. Il lui répond que ce n'était rien et la remercie d'avoir apprécié le repas. Après avoir retrouvé l'ancienne Enid, il se rend compte qu'il vaut mieux qu'elle soit gentille. Rude remarque qu'il est 8 heures et se souvient qu'il devait retrouver Léon à 8 heures pour s'entraîner. Léon attend Rude et se demande pourquoi il est en retard. Elle dit que Rude est le premier ami à qui elle peut parler, mais que contrairement à elle, il a beaucoup d'amis et qu'il a peut-être oublié sa promesse. Rude entre dans la salle d'entraînement et s'étonne qu'elle soit déjà là. Elle lui dit qu'il est en retard et il s'excuse. Elle lui demande s'il a mangé avant de venir et il lui répond que oui, il a mangé dans la capitale. Elle lui demande si c'était en dehors de l'académie, et il répond que oui, un ami lui a offert un repas, et elle dit curieusement qu'elle peut le voir. Rude dit qu'il devrait commencer par un simple jeu de jambes et elle mentionne qu'elle n'est jamais sortie de l'académie. Elle se tient anxieusement debout et elle dit qu'il devrait commencer. Rude lui dit que samedi prochain, ils pourront aller voir la capitale. Elle est excitée et demande s'il est sérieux. Il lui demande si elle est si heureuse que ça. Il lui demande en plaisantant s'il devrait rester et elle s'empresse de dire qu'elle va partir. Il dit d'accord et lui demande de s'échauffer, mais elle le bombarde de questions sur la capitale entre-temps. Elle lui pose encore quelques questions et il la frappe au visage avec ses gants. Il lui demande si elle est habituellement aussi bavarde. Elle lui répond que sa mère se moquait souvent d'elle parce qu'elle était bavarde. Il n'arrive pas à croire qu'elle soit aussi bavarde et se demande comment elle a réussi à ne rien dire auparavant. Il commence par lui expliquer qu'il va utiliser le style de combat stéro et que ce style est basé sur l'apparence physique. Pour cette raison,
il ne peut lui enseigner que quelques formes techniques. Il mentionne aussi le fait que Claire utilise les arts du grappin, mais n'a pas de forme fixe, la seule façon de l'affronter est de se faire frapper moins et de frapper plus. Léon mentionne que c'est plus facile à dire qu'à faire et demande comment elle est censée le faire. Rude lui répond que c'est ce qu'il lui apprend et lui fait une démonstration de jeu de jambes. Elle n'arrive pas à lire ses mouvements et les compare à ceux d'un serpent. Il lui dit que cela s'appelle la marche du serpent et quand elle lui demande si c'est une technique de stéro, il répond que non et qu'il l'a fabriquée lui-même, parce qu'il n'utilise pas ce genre de choses. Elle le traite de génie et il lui dit d'essayer. Elle fait une bonne tentative et il lui fait remarquer que ce sont les gens comme elle qui sont des génies, pas lui. Il lui a fallu 2 ans pour le développer et 2 autres années pour le maîtriser, mais c'est elle le génie parce qu'elle a rattrapé son retard en 4 minutes. Elle lui demande de juger sa performance et il la fait trébucher en lui disant que c'est un gâchis. Il lui dit que si elle veut apprendre, elle doit le faire correctement et qu'il la fera travailler jusqu'à ce qu'elle meure. Il continue à s'entraîner et Ruth se retrouve au lit, pensant que tout se passe bien jusqu'à présent et que les choses sont similaires à sa vie passée. Sauf que ses relations sont bien différentes de ce qu'il attendait et qu'il ne sait pas comment cela affectera l'avenir. Et que s'il ne veut pas que quelqu'un meure, les choses ne peuvent pas être les mêmes qu'avant. S'il parvient à rassembler tout le monde et à éliminer le 7e dragon, il reverra probablement l'homme qui l'a fait régresser. Mais pour cela, il doit jouer le rôle de son grand frère. La première chose qu'il doit apprendre est la technique de perforation du ciel. On y voit Daniel et Ruth s'entraîner, échangeant des coups avec leurs épées en bois. Ruth dit qu'il est enjoué et nous voyons Daniel changer de style, ce qui déconcerte Ruth. Daniel donne un coup de poing vers lui, mais Ruth le bloque et dit s'ils sont censés utiliser uniquement des épées. Daniel répond qu'il a tendance à faire des caprices et nous voyons Ruth créer une distance. Daniel dit qu'il va jouer le jeu, et nous voyons Ruth lancer une attaque et faire tomber les armes de Daniel de ses mains, puis contrer. On voit Daniel attraper son épée et le complimenter. Daniel lui dit qu'il semble pouvoir commencer à s'entraîner correctement et que la technique de perforation du ciel n'est pas seulement une technique d'épée, mais aussi une technique de gestion du mana. Il explique que les gens ont tendance à recueillir le mana dans leur cœur, mais que la technique du ciel est différente et qu'elle utilise le mana externe de manière unique, car ils ont une empreinte de mana qui leur permet de recueillir le mana dans un sous-espace et ils l'utilisent pour permettre au cœur d'être un canal, plutôt que de contenir le mana lui-même. Il demande à Rude où il veut que l'empreinte soit faite et Rude lui dit de la mettre sur le dos de sa main. On voit sa main s'illuminer et il commence à sentir le mana qui l'entoure. Lorsqu'il lève les yeux, il se rend compte qu'il est à l'intérieur du sous-espace et que tout est fait de mana. Il entend une voix qui lui dit « C'est donc toi, petit enfant ». Il se réveille. Daniel lui demande comment c'était, et Rude lui répond que c'était super. Daniel explique qu'il aura besoin d'un peu de temps avant de pouvoir s'adapter à la sensation de mana et en regardant, il est choqué de voir Rude rassembler du mana. Rude dit que les étapes de la technique de perforation du ciel sont représentées par le nombre d'ailes que possède une personne. Daniel en a 6, son maître et son frère en ont 7. Et Rude n'en a qu'un. Daniel explique que l'empreinte est gravée dans l'âme, pas dans le corps. Et même si le successeur meurt, les souvenirs de sa vie seront restaurés et Rude pense qu'il n'y avait que 2 consciences dans l'esprit céleste en plus de lui-même. Daniel est son maître. Mais comme il s'agit d'un lien d'âme, il pourrait y avoir des traces de son frère et l'explication de son maître ne couvrait pas le fait que quelqu'un ait été piégé dans une autre dimension et maintenant son seul indice est le dragon du vide. On voit Enid demander pourquoi il est en retard. Elle demande à Rude comment se sont déroulés ses cours, Rude raconte ses expériences avec les professeurs et on voit tous les professeurs lui faire des compliments. Sauf Damien, qui ne dit rien du tout et se contente de lui offrir du thé. Damien lui demande s'il aime le thé et quand Rude répond qu'il sent bon, il dit que c'est un soulagement, parce qu'il aime aussi le thé. Il en parle à Enid et Balak, Enid dit que ce n'est pas drôle et Rude leur demande comment se sont passés leurs cours. Balak dit que Claire est respectable et Enid est fâché que son professeur ait dit que la magie du feu était inefficace. Balak s'exclame, les magiciens de la flamme ne sont-ils pas rares ? Et Enid lui crie dessus. Pendant qu'il parle, Jérémie Duville s'approche d'eux et leur demande s'il est en train de discuter avec Enid. Rude lui demande s'il a fait des recherches sur eux et Duville lui répond qu'il ne peut pas ne pas en faire, car ils sont tous les 2 célèbres. Surtout Rude, parce que tous les professeurs l'ont choisi. Il demande à Rude s'il est intéressé par le conseil des étudiants. Rude se met en colère et dit qu'il n'aime pas être le membre de quelqu'un et Duville dit de ne pas être si strict, ce n'est pas comme s'il était traité comme un mercenaire. Cela énerve encore plus Rude et Duville dit qu'il a dû toucher un point sensible et que les cicatrices de Rude ne sont présentes que sur les mercenaires. Rude dit qu'il est bruyant, et Duville répond que son hobby est de jouer au détective et qu'il sait qu'il est à la recherche de son frère. Rude explique que dans sa vie antérieure, Duville était connu sous le nom de Décideur,
et qu'il est extrêmement égoïste et imbu de sa personne lorsqu'il prend des décisions pour la majorité. Rudd dit qu'il n'aime pas jouer au détective, mais il sait que Duville accorde trop d'attention aux autres et à la façon dont il les manipule, tout en s'éloignant. Duville dit qu'il s'intéresse à Rudd et Rudd lui répond en disant que les sentiments ne sont pas les mêmes. Enid s'excuse auprès de Duville, qui lui répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient, s'excuse de les avoir dérangés dans leurs études et s'en va. Lorsqu'il se rassoit, il voit une lettre dans son livre qui dit « Attention à Damian », et nous apprenons que dans la vie passée de Rudd, Duville est le vrai danger et qu'il a sacrifié d'innombrables personnes, que Damian a été le premier à mourir parmi les professeurs et qu'il a été le premier sacrifice de Duville. On voit Rudd à l'intérieur d'une voiture, mais il mentionne que Duville n'a pas tué Damian, parce que Damian s'est suicidé. Mais c'est Duville qui a convaincu Damian de le faire. Il l'a fait parce qu'il pensait que Damian était une menace. Et il doit empêcher que cela se produise cette fois-ci. Léon l'interrompt en se plaignant qu'il est toujours en retard et qu'il devrait avoir 10 minutes d'avance. Il descend et commence à marcher dans la ville et elle demande où il devrait aller. Il décide d'aller acheter des vêtements, elle lui prend la main et s'enfuit avec lui. Elle essaie une robe et dit à Rudd que c'est son tour et lui tend des vêtements de cérémonie. Pendant qu'il essaie les vêtements, elle pense qu'il est étrange, parce qu'au début, il lui a montré une hostilité aléatoire, mais après l'avoir vu pleurer, il est gentil avec elle. Elle mentionne que ses premiers sentiments étaient sincères et c'est comme s'il la prenait pour quelqu'un d'autre. Elle le voit en tenue de soirée et se demande qui est cette personne qu'il déteste tant, mais qu'il admire aussi et nous voyons leur vie passée à tous les deux. Rudd lui demande ce qu'elle regarde et s'empresse d'acheter les vêtements. Elle dit en plaisantant qu'elle n'aurait pas dû acheter quoi que ce soit et nous voyons que Rudd est excité. Elle le regarde et le trouve beau et quand il lui demande pourquoi elle le regarde, elle mentionne qu'elle allait payer le déjeuner. Il répond qu'il n'est pas impudique, et qu'elle lui a juste acheté des vêtements. Elle l'interroge sur son passé de mercenaire et lui demande s'il avait des compagnons avec lesquels il se battait. Elle dit qu'il doit être aussi proche que la famille et se demande s'il a eu un premier amour parmi eux. Elle se demande si ce n'était pas trop soudain, mais Rudd commence à crier qu'ils l'ont traité comme une merde et il dit qu'il n'arrive pas à croire qu'elle lui demande tout cela. Léon dit qu'elle n'a jamais vu quelqu'un comme lui, que sa personnalité peut basculer instantanément, qu'il est toujours en train de jurer et que la minute d'après, il est honnête et lui donne des leçons. Aujourd'hui encore, il cherche où aller, et elle le qualifie d'insupportable. Il commence à s'éloigner et elle lui dit que sa mère dit que les amis se soutiennent mutuellement. Elle dit qu'il devrait venir chez elle et qu'elle le présentera à sa famille. On les voit quitter une porte de distorsion qui les a conduits à Siren City, à l'intérieur du royaume de Liberl. Rudd lui demande si elle sait que c'est contraire aux règles et elle répond que c'est bon s'ils ne se font pas prendre. Il montre où se trouve la ville sur la carte, et comment c'est une ville chic. Dans quelques années, la ville sera détruite par les 7 dragons. Et que la troupe d'annihilation des dragons a également été anéantie, c'est-à-dire le groupe que dirige la mère de Léon. Elle lui montre sa maison et interpelle un homme qui taille les haies. Il est choqué et se met à pleurer en disant à tout le monde qu'elle a enfin ramené un ami à la maison. Ils entrent dans la maison et tout le monde à l'intérieur les salue. Rudd mentionne que même si c'est la première fois qu'il voit les membres, il lui donne une atmosphère familière. Et maintenant, il peut comprendre comment sa personnalité a changé à ce point dans sa vie antérieure. Elle emmène Rudd dans une pièce où se trouve sa mère, Adeline et le maître de la guilde de la Flamme Blanche, Lyanna. Elle serre sa mère dans ses bras, et celle-ci lui dit qu'elle a entendu dire qu'elle avait battu quelqu'un et Léon lui présente Rudd. Cela surprend sa mère, qui remercie Rudd d'être l'ami de Léon. Elle dit que Léon est très sensible aux émotions des autres, mais qu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle mentionne également qu'elle a appris qu'elle avait cassé le poignet d'une camarade de classe. Léon lui dit qu'il s'agit de Rudd, ce qui la choque et elle crie après Léon, qui la gronde. Elle demande à Léon de s'excuser et celui-ci s'excuse d'avoir frappé Rudd. Adeline dit qu'elle lui a dit d'être prudente avec les étudiants normaux et Lyanna répond qu'elle n'est pas au courant. Elle explique comment Rudd a traité Balak comme un jouet et comment Abel a voulu le recruter, ce qui surprend Adeline. Adeline a l'air excitée, et dit qu'elle doit voir elle-même à quel point il est fort et demande s'il va lui montrer ses compétences. Rudd réalise que c'est une bonne occasion d'affronter une tueuse de dragons de haut niveau et qu'il n'y a pas de raison de refuser. Tout le monde est rassemblé pour regarder le combat et Léon dit qu'elle est désolée s'il trouve gênant que sa mère veuille l'entraîner et il dit que c'est une bonne occasion. Elle lui dit de ne pas mourir et murmure à sa mère d'y aller doucement avec lui. Adeline dit qu'ils n'utiliseront le mana qu'à l'intérieur de leur corps et qu'ils éviteront les zones vitales, que s'il parvient à lui porter un coup, ce sera sa victoire et elle lui accordera un vœu. Elle lui demande si cela lui convient et il accepte.
Ils s'affrontent à coups d'épée et cela se répète encore. Adeline saute en l'air et frappe, Rude esquive et les membres de la troupe sont choqués de voir qu'il encaisse les attaques d'Adeline. Adeline dit qu'il est surprenant pour un garçon de son âge d'être aussi raffiné et qu'il est dommage que son corps ne puisse pas le supporter. On la voit donner un coup de couteau vers sa poitrine, mais il le bloque et elle enchaîne, ce qui le fait reculer. Elle lui demande s'il est fatigué et il utilise la technique de perforation du ciel pour envoyer du mana vers elle. Elle le repousse et l'envoie voler, ce qui brise son épée. Elle reconnaît la technique et s'étonne que Daniel ait accepté un disciple. Léon est déconcerté par la force de Rude et ne peut croire que sa mère s'amuse à le combattre. Rude dit qu'il a gagné le match, Adeline est confuse, mais il explique qu'elle a utilisé du mana en dehors de son corps. Et elle se rend compte de son erreur maintenant. Rude dit qu'il espère qu'elle ne reviendra pas sur ses paroles et il lui dit que son souhait est juste de s'entraîner à nouveau avec elle, avec les mêmes règles. Elle ouvre une brèche dans sa défense et Rude profite pour esquiver son attaque et commencer une contre-attaque. Mais elle se rend compte qu'il n'a pas de faille et est choquée par la rapidité de réaction de Rude, qu'elle pensait être réservée à Léon. Nous apprenons que Rude utilise le mana pour pousser constamment ses sens à la limite et que dans le passé il voulait battre Léon avec cette technique. On le voit se préparer à une attaque en fente, mais elle la bloque. Il saute derrière elle et frappe, mais elle esquive. Ils échangent des coups et Léon crie qu'elle lui a dit d'y aller doucement. Elle lui demande s'il va continuer à courir et il continue à bloquer ses attaques. Elle se met en colère et se précipite. Il retire son épée et la lui lance, mais la lâche. Elle la repousse d'un coup de pied et il s'élance vers elle. Elle comprend qu'elle doit prendre de la distance, mais il a disparu et elle le voit derrière elle, se demandant comment il est arrivé là. Il utilise une technique stéro et lui donne un coup de poing au visage. Il est renvoyé en arrière après qu'elle lui a donné un coup de pied. Léon arrive en courant et traite Rude de fou et lui demande pourquoi il fait tant d'efforts. Il lui dit qu'il n'a pas perdu, et Adeline admet sa défaite. Elle dit qu'elle tiendra sa promesse et il lui dit de ne promettre qu'une chose. Qu'elle doit croire ce qu'il dira un jour. Elle dit qu'elle tiendra sa promesse, qu'elle se réjouira de travailler avec lui et qu'elle l'appelle son gendre. On voit Rude et Léon dans un wagon et il se dit que maintenant il a un lien avec la troupe, qu'il ne laissera personne mourir et que peut-être l'avenir de Léon changera aussi. On la voit fredonner maladroitement et il lui demande pourquoi elle est si maladroite pour une blague. Elle dit qu'elle ne s'inquiète pas de cela, mais que sa mère s'intéresse à lui. Ils retournent à leur dortoir et il demande pourquoi elle le suit. Elle explique qu'elle l'escorte. À cause de toutes ces rumeurs bizarres, comme un pervers qui s'entraîne à l'entrée la nuit sans ses vêtements. On voit Balak à l'arrière-plan en train de s'entraîner presque nu et elle dit qu'une autre rumeur concernait un sans-abri blond qui errait dans le champ de fleurs. Rude demande plus d'informations à ce sujet et on voit Rude rencontrer une enseignante nommée Lilian Stout. Rude pose des questions sur une étudiante nommée Lenia Selke et Lilian perd les pédales et se déchaîne sur son bureau, criant et hurlant tout en ayant l'air stressé. 5 minutes plus tard, elle s'excuse pour tout cela et explique que Lenia est talentueuse et qu'elle est sûre qu'elle deviendra incomparable à l'avenir, mais qu'elle est trop obsédée par la liberté. Elle explique certaines des choses folles que Lenia a faites, à cause de son obsession. Rude se souvient que son frère lui a dit qu'obtenir le diplôme de Lenia était plus difficile que tous les entraînements qu'il avait subis et Rude pensait qu'il exagérait, mais son frère a dit qu'elle n'était pas comme une personne. Lilian lui demande de l'aider pour éviter qu'elle ne soit renvoyée et Lenia aime les compliments. Surtout de la part de quelqu'un comme Rude, elle aime bien l'écouter. On voit Lenia allongée dans l'herbe, parlant du beau temps. Lenia s'est endormie et Rude la réveille, mais elle l'ignore. Alors il la pousse en bas de la colline, ce qui la réveille. Il lui demande ce qu'elle fait si tôt, elle répond qu'elle regardait les fleurs et lui demande qui il est. Il se présente et lui dit qu'il l'admire. Elle lui demande si c'est parce qu'elle a l'air cool et s'il veut qu'on soit amis. Il commence à lui demander comment se passe sa vie universitaire, mais elle l'ignore et court après un papillon. Il la fait asseoir et lui explique qu'il a entendu dire qu'elle séchait les cours, qu'elle faisait plein d'erreurs et qu'il serait triste si elle échouait. Elle se demande si elle a vraiment fait un gâchis et il mentionne la salle d'exercice, ce à quoi elle répond que personne n'a été blessé. Il dit que, mis à part cela, elle doit obtenir son diplôme. Elle lui demande pourquoi et lui répond que cet endroit est chaud et plein de fleurs, alors que sa ville natale était couverte de neige. Elle dit qu'elle veut vivre ici pour toujours et il lui demande si elle comprend à quoi sert l'académie et que les dragons tuent des gens tout le temps.
Elle répond que les humains tuent aussi des dragons et que ce qui est important pour elle, c'est d'avoir une vie paisible. Rude lui demande si elle pense vraiment que les humains et les dragons sont les mêmes et elle lui répond qu'ils le sont. Mais elle est curieuse en quoi ils sont différents? Rude explique qu'elle ne comprendrait pas que d'autres empires soient constamment dévastés et que des humains soient massacrés quotidiennement. Que les endroits où il n'y a pas de tueurs de dragons peuvent être anéantis même par un bébé dragon. Il lui demande si elle a vu sa famille et ses amis manger devant elle et elle se demande pourquoi il se met en colère contre elle. Il lui répond qu'il préférerait parler à un mur et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi ignorante. Il lui dit de profiter de sa vie paisible jusqu'à sa mort, alors que tout le monde risque sa vie pour la sauver. Elle appelle son père et nous voyons un cristal de glace qui dit « Oui, mon enfant ». Elle demande à son père ce qu'il faut faire, car elle veut être son amie. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter, que l'amitié se construit sur des querelles et elle dit d'accord, qu'elle s'excusera demain. Son père lui dit que c'est bien, qu'il lui parlera demain aussi. Nous apprenons que le père de Lénia s'agit du roi des esprits Feldroa. Nous voyons que Rude est en colère contre lui-même à cause de son caractère emporté, qu'il est compréhensible qu'elle ne puisse pas avoir d'empathie pour les humains ou les dragons et qu'il vient de déverser sa colère sur un enfant. Il reflète aux actions de son frère et qu'il a réussi parce qu'il était gentil et il se demande ce qu'il devrait faire. Nous voyons Enid crier après Léon et dire qu'elle est folle d'être venue ici, même après avoir cassé le poignet de quelqu'un lors de leur première rencontre. Enid lui dit d'aller se faire voir ailleurs. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez, Soldier42, pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de contenu, laissez un like ou un commentaire pour aider la chaîne, merci de regarder.